Bonsoir, voici votre révision du chapitre 9, la guerre froide. Qu'est-ce que la guerre froide? La guerre froide est une guerre qui a commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aussitôt que la bombe atomique a été larguée. C'est une guerre fondée sur la peur. C'est une course aux armements, qui veut dire qui va avoir les plus grands nombres d'armes, les meilleures, les plus vite, etc. C'est entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est une guerre d'idéologie. Que sont les idéologies de la guerre froide? Les idéologies sont des idées. Alors, les États-Unis et l'Union soviétique ont des systèmes complètement différents quand on parle de les systèmes politiques et les systèmes économiques. Pour leur système politique, les États-Unis sont démocratiques, c'est-à-dire que les gens votent pour qui veulent avoir dans le gouvernement, qui va leur représenter. Ensuite, les gens qui sont dans le gouvernement doivent voter pour les idées. Alors, l'idée ici est que si c'est une bonne idée, les gens vont voter oui pour les changements, et si ce n'est pas une bonne idée, ça ne passe pas. L'autre côté, l'Union soviétique est totalitaire. Totalitaire veut dire une seule personne qui prend les décisions. Si la personne a des bonnes idées, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt que la personne en charge n'a pas de bonnes idées, il n'y a personne pour dire non. Alors, c'est pour ça que ça peut être dangereux. N'oublie pas, on vient juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on ne veut pas avoir une autre personne comme Hitler. Que sont les idéologies de la guerre froide en ce qui concerne les systèmes économiques? Sur le côté des États-Unis, ils sont capitalistes. Capitaliste qui veut dire le gouvernement n'est pas nécessairement en charge de les emplois. C'est le public qui est en charge de créer les emplois. Alors le gouvernement ne contrôle rien ici. Dans le système capitaliste, tu peux travailler les heures que tu veux, et l'idée est le plus fort que tu travailles et le plus que tu travailles, plus d'argent que tu vas faire. L'autre côté, l'Union soviétique est communiste. L'idée ici est l'égalité. Alors, au début, tu vas penser que mais ça fait du sens, tout le monde est égal, alors peut-être c'est une meilleure idée. Mais pense-y, si le gouvernement contrôle tout, les heures que tu travailles, le sort d'emploi qui est possible dans ton pays, et tout le monde est traité égal, est-ce que les gens vont vouloir travailler fort? Est-ce que les gens vont vouloir travailler plus? Et la réponse est non. Alors, avec ceci, avec le système communiste, les gens travaillent moins fort et il y a moins de production. Tout est contrôlé par le gouvernement. Alors, le gouvernement gagne moins d'argent, qui veut dire qu'il y a un problème économique. Que sont les organisations de la guerre froide? Il y a 3 organisations qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, et ils sont en réponse de la Deuxième Guerre mondiale. OTAN. L'OTAN, c'est une organisation contre le communisme. C'est un sens de sécurité. Pour le Canada, ça faisait du sens de faire partie de l'OTAN parce que la plupart des gens étaient déjà dans notre alliance. On a ajouté d'autres pays pour nous aider. Alors, pourquoi est-ce que ceci est une sécurité? Ça veut dire que si jamais le Canada est attaqué, on a toutes sortes d'amis qui vont venir au secours. NORAD. NORAD est en réponse de la bombe atomique. Alors ici, on est entre les 2 grands joueurs de la guerre froide. Nous sommes directement dans le milieu entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, si jamais il y a une bombe atomique qui va être larguée, ça va aller par-dessus le Canada.
Alors, pour notre défense, on est avec les États-Unis pour vérifier s'il va y avoir des attaques. Alors, on est toujours en train de vérifier les radars et tout ça. L'organisation, les Nations Unies est vraiment en réponse de l'Holocauste. Alors, encore une réponse de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? On a vu qu'est-ce qui est arrivé. On ne veut plus jamais que ceci arrive. Alors, on veut mettre la fin de la guerre. C'est la seule des organisations qui est vraiment une organisation de paix. Alors, on cherche pour la coopération, on veut éviter les conflits, on cherche pour les droits des êtres humains. Au début, il y avait seulement 50 pays qui étaient intéressés, mais maintenant, il y a plus que, ou presque 200 pays. Quels sont les avantages et les inconvénients pour le Canada? Alors, pour faire partie de l'OTAN, l'avantage est, si jamais on est attaqué, on a des gens qui vont venir au secours. L'inconvénient, c'est que si quelqu'un dans notre alliance est attaqué, on doit absolument aller en guerre et les aider. Pour NORAD, l'avantage ici, c'est de savoir s'il va y avoir une attaque. Alors, on peut essayer d'éviter, on peut aller au secours, chercher la sécurité, etc. L'inconvénient, c'est que ça coûte très cher d'avoir quelqu'un pour vérifier les radars 24 heures sur 24. Une autre chose qui est sortie pendant après la Deuxième Guerre mondiale est le Diefenbunker. Alors, le premier ministre du temps s'appelait Diefenbaker et il a aidé à construire un nouveau projet au Canada. Alors, proche du Parlement, pas très loin, on a le Diefenbunker. Juste en cas d'attaque, il y avait de l'espace pour 300 personnes pour être en abri en cas d'attaque nucléaire. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait y aller parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour tout le monde. Alors, c'était vraiment juste le gouvernement, le CBC, les médias, la banque et NORAD. l'Avro Arrow était notre avion de chasse. C'était un gros projet. C'était le meilleur avion. C'était probablement un des meilleurs projets créés au Canada. Malheureusement, ça coûtait très cher et ça a pris beaucoup de temps. N'oublie pas, la guerre froide est une course aux armements et le Canada était vraiment les experts en aviation. Alors, l'Avro Arrow a été créé. Malheureusement, comme j'ai dit, ça a pris trop de temps et trop d'argent. Les autres pays n'étaient pas intéressés d'acheter notre nouveau avion. Alors, le projet a été enlevé. Et on a vu de nouveau l'exode de cerveau. Nos meilleurs scientifiques sont allés aux États-Unis avec ça. Même si la guerre froide était une guerre sans attaque entre les Américains et l'Union soviétique, il y avait encore quelques points chauds. Il y en a 7 qui sont décrits dans votre manuel. Je vais juste en discuter quelques-uns ici. Alors, pour Berlin, l'Allemagne a été divisée en 2 parties. Alors, il y avait l'Union soviétique qui a pris l'Est et les alliances ont pris l'Ouest. Mais la capitale était à Berlin et Berlin était dans la section qui était vraiment pour l'Union soviétique. Et ils ont divisé la capitale en 2 parties. Alors, pour pouvoir y aller, parce qu'ils ont arrêté les trains, les camions, les voitures de passer entre les deux parties, ils ont créé un mur en Berlin pour éviter les gens d'avoir les matériaux qu'ils avaient de besoin, la nourriture, etc. Mais ils permettaient les alliances d'aller par avion juste pour aller donner la nourriture et les autres matériaux.
La guerre froide finit en 1989 quand le mur de Berlin tombe. Un autre point chaud, c'est la Corée. Encore, on voit la même chose où on a le communisme sur un côté et la démocratie sur l'autre. Le Cuba était vraiment un autre point intéressant. Juste 53 km des États-Unis, proche de la Floride, on a Cuba. Et l'Union soviétique a mis des missiles à Cuba. Les missiles pouvaient aller 4000 km de diamètre autour de Cuba, qui veut dire qu'ils pouvaient attaquer le Mexique, les États-Unis et le Canada. Alors, pour se protéger, on a évité de faire les commerces avec Cuba pendant plusieurs années. La crise Suez. Alors, Suez est un canal et comme tu peux voir ici, par exemple, aller de Londres à Mumbai, la façon la plus rapide est aller par le canal Suez. Et autrement, tu dois faire tout le tour de l'Afrique. Mais tout le monde voulait contrôler ce canal-là. On avait les Français, la Grande-Bretagne, l'Égypte. Il y en avait plusieurs qui voulaient. Ça a créé un grand conflit. Quelle était l'influence du Canada? Notre premier ministre du temps, Lester B. Pearson, a décidé qu'on pouvait créer quelque chose qui s'appelait des soldats de paix. C'était une idée que les gens trouvaient, honnêtement, idiot, parce qu'ils pensaient, comment est-ce que c'est possible d'avoir un soldat qui garde la paix? Un soldat qui a des fusils. Mais ceci a fonctionné pour la crise Suez. On a mis des soldats en place qui laissaient tout le monde passer, qui voulait passer, peu importe quel pays. Et on est connu maintenant, aujourd'hui, pour ceci. Monsieur Lester B. Pearson a gagné le prix Nobel pour cette idée-là. Et on a encore plusieurs soldats partout autour de la planète qui gardent la paix et protègent les droits des êtres humains. Merci beaucoup et bonne chance.